Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très intéressant qui est la génétique des virus et des bactéries et comment on peut utiliser, ou les savants peuvent utiliser la génétique des virus et des bactéries pour euh, rendre des services aux êtres humains et nous allons voir comment. Euh, on va commencer par la génétique des virus, mais avant de commencer mon explication, si vous aimez cette vidéo, à la fin, vous allez cliquer sur like. Abonnez-vous, s'il vous plaît, si vous ne vous êtes pas encore abonné, et essayez de partager cette vidéo avec d'autres collègues ou camarades de classe pour pouvoir répandre ces informations dans une plus grande surface. La génétique des virus a évolué pendant le XXe siècle et le savant Gregor Mendel, comme vous le savez, a établi trois lois fondamentales de l'hérédité. La loi de la dominance, la loi de la ségrégation ou séparation des allèles et la loi de l'assortissement. Toutes ces lois-là ont été discutées dans le chapitre sur l'hérédité et la vidéo est sur la chaîne, mais ils sont en anglais. J'espère que très bientôt, euh, je vais vous présenter des vidéos qui vont parler de tout ça en français, de l'hérédité en français. Et puis, il faut dire aussi que Grégor Mendel a réussi parce qu'il travaillait sur une plante très répandue et qui n'était pas du tout chère, le prix n'était pas grand, donc on pouvait en avoir une très grande quantité pour que les résultats soient valides. Et cette plante-là, c'est le pois. Donc ici, par exemple, nous avons une lignée pure à pois jaune qui est dominante, comme vous le savez, et une autre lignée pure à pois vert qui est récessive, comme vous le savez. Pendant le temps de Grégor Mendel, on ne savait pas encore qu'il y avait des caractéristiques dominantes qui pouvaient masquer d'autres caractéristiques récessives. Mais alors, quand Mendel a fait ces expériences-là, il a, euh, il a trouvé que la première génération était toute jaune. Donc, la couleur jaune était dominante sur la couleur verte. Et ensuite, il a pu prouver que ces organismes ou ces plantes de la première génération n'étaient pas pures. Ces plantes-là étaient hybrides. Pourquoi? Parce que quand il a utilisé deux de ces plantes hybrides pour son travail, il a trouvé qu'il y avait une proportion qui était, ou un rapport qui était 3 dominants à un récessif dans la génération numéro 2. Donc, il a compris que même dans ces plantes hybrides qui apparaissaient jaunes ou dont les pois apparaissaient jaunes, la couleur verte était dissimulée, était cachée et elle a réapparu dans la génération numéro 2, ce qui veut dire qu'il a constaté quelque chose de très intelligent, de génial, c'est que les facteurs, il ne connaissait pas encore les gènes, c'est que les facteurs qui contrôlent la couleur jaune et la couleur verte sont séparés dans la cellule. Et puis, on a eu le travail de Thomas Morgan qui a validé la théorie chromosomique. Et qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a élaboré les premières cartes génétiques. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la théorie chromosomique? La théorie chromosomique, avant d'expliquer la théorie chromosomique, il faut dire que si le travail de Mendel était basé sur les plantes, sur le pois, mais le travail de Morgan était basé
sur un insecte qui s'appelle la mouche du vinaigre ou Drosophila melanogaster. Alors, c'est quoi la théorie chromosomique? La théorie chromosomique de l'hérédité stipule que les gènes sont situés dans des emplacements précis sur les chromosomes, que l'on appelle locus, c'est-à-dire c'est un site précis. Chaque gène a un site précis sur le chromosome, parce que nous savons qu'un chromosome, c'est une molécule d'ADN très condensée, et que le gène n'est qu'une partie de l'ADN. Mais les gènes sur les chromosomes doivent avoir des endroits très précis. Et la transmission lors de la méiose, c'est-à-dire la transmission de des parents à la première génération ou de la première génération à la seconde génération, euh, la façon dont ces gènes sont transmis obéit aux lois de Mendel. C'est-à-dire que jusqu'à ce temps-là, on ne savait pas encore qu'il y avait des cas d'hérédité qui étaient non mendéliens, c'est-à-dire qui n'obéissaient pas aux lois fondamentales de l'hérédité qui étaient établies ou qui ont été établies par Gregor Mendel. Ici, ça c'est un exemple on a dit aussi que hors de la théorie chromosomique, Morgan a aussi euh, fait pour la première fois des cartes génétiques très simples. Naturellement, cette carte génétique est beaucoup plus compliquée que celle que Morgan a inventée. Mais ici, on voit ce que l'on appelle carte génétique ou genetic map. Et ici, nous voyons le chromosome et nous voyons comment il y a des distances en centimorgan, c'est relié à son nom, centimorgan, qui détermine la distance entre les gènes. Donc, ces cartes chromosomiques, non seulement elles vous indiquent la location ou l'endroit où se trouve le gène exactement, mais elles vous expliquent quelle est la distance entre les gènes. Et aussi, ici au-dessous, nous avons mégabase, c'est-à-dire que vous pouvez aussi savoir combien de bases azotées existent dans le gène et combien de bases azotées se trouvent entre deux gènes successifs. Et ici, vous pouvez aussi voir que non seulement on connaît le nombre de bases azotées dans une certaine distance, mais aussi maintenant on peut connaître la séquence, l'ordre de ces bases azotées et alors l'ordre des nucléotides. Aujourd'hui, il y a naturellement beaucoup de progrès qui ont eu lieu dans les études génétiques et surtout dans ce que l'on appelle la technologie de l'ADN recombinant. Nous allons parler en détail de l'ADN recombinant dans les vidéos qui suivent à la fin, tout à la fin de ce chapitre sur la molécule biologique, mais pour le moment, vous devez savoir que recombinant veut dire que nous avons deux parties ou deux segments de brins d'ADN qui viennent de sources différentes et qui vont être attachés pour former un ADN recombinant provenant de deux sources différentes. Cet ADN recombinant, vous allez voir comment il est indispensable à tout le travail que l'on fait dans ce progrès génétique que les savants fassent maintenant ou réalisent. Donc, on utilise des bactéries et on utilise des virus bactériens pour notre étude génétique. La bactérie la plus utilisée est Escherichia coli, et naturellement, il y a des causes pour ça.
et on va les discuter après dans une autre vidéo. Et le virus qui est le plus utilisé est le virus bactérien. Qu'est-ce que c'est qu'un virus bactérien? C'est un virus qui n'infecte pas les êtres humains, qui n'infecte pas les animaux, mais qui infecte des bactéries. Et le virus bactérien le plus important, c'est le virus que l'on appelle bactériophage. Phage veut dire manger. Donc ici, vous voyez un virus, un exemple de virus, et c'est un rétrovirus, et un exemple de bactérie. La différence est claire. Ici, ça c'est un prokaryote, c'est-à-dire que nous avons une membrane cellulaire et nous avons un cytosol, nous avons des organelles, nous avons une capsule et nous avons le nucléoïde qui est le chromatine avec un peu de cytosol tout autour et parfois nous avons des flagelles pour pouvoir se déplacer dans l'eau ou dans n'importe quel liquide à l'intérieur du corps de l'hôte. Mais pour le virus, vous voyez que nous avons des molécules nucléaires, des molécules d'acide nucléique qui ne font pas le nucléoïde, et ça peut être de l'ARN ou de l'ADN. Et ensuite, comme on l'a expliqué dans une vidéo précédente, nous avons des protéines qui entourent la matière nucléaire que l'on appelle des capsides et une capside. Et la capside se fait de toutes petites molécules qui sont appelées les capsomères. Et puis, nous n'avons pas de cytosol, nous n'avons pas d'organelles, nous n'avons pas de plasmide. Le plasmide, c'est les plasmides. Alors, nous avons des ribosomes. Ici, j'ai dit organelles. Oui, il y a un seul type d'organelles qui sont les ribosomes. Mais aussi, nous avons ça, ce qui est le plasmide. Plasmide, c'est un ADN circulaire qui est plus petit et moins entouré et condensé que l'ADN essentiel. Ces plasmides-là sont multiples, c'est-à-dire on en voit beaucoup dans le cytosol de la bactérie, et chaque fois que la bactérie divise ou multiplie d'abord son ADN avant la division, les plasmides seront multipliés. Les plasmides sont importants parce qu'ils peuvent quitter le corps ou la cellule de la bactérie et ils peuvent être absorbés par une autre bactérie. L'autre importance des plasmides, on va en parler en détail tout naturellement, mais pour le moment, une autre importance du plasmide, c'est qu'il a des gènes qui ne sont pas présents dans l'ADN essentiel. Ces gènes-là sont essentiellement des gènes de fertilité pour la reproduction sexuelle, qui n'est pas la règle pour les bactéries, et aussi des gènes de résistance contre les antibiotiques. Ici, il n'y a pas de cytosol, il n'y a pas de ribosome, pas d'organelles, pas de plasmide tout naturellement, mais il y a des spicules pour s'attacher à l'hôte et il y a une enveloppe lipide qui est la plupart du temps dérivée de la membrane cellulaire de l'hôte. Quand euh, la cellule de l'hôte est lysée, est rupturée, et le virus quitte l'hôte, la cellule de l'hôte, il va prendre avec lui une partie de la membrane cellulaire de l'hôte qui est essentiellement formée de lipides phosphorylés ou phospholipides. Aussi, il faut savoir que le virus est un parasite intracellulaire obligatoire. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un parasite? Le parasitisme, c'est une relation symbiotique, c'est-à-dire une relation entre deux organismes différents qui existent à long terme, qui est durable. Donc, le parasitisme est une relation symbiotique durable où un des organismes, qui est le parasite, va bénéficier
et va vivre aux dépens d'un autre, l'autre qui va être endommagé. Donc, c'est une relation nuisante. C'est pas une win-win relation, c'est une win loss ou win négative relation. Il y a un des organismes qui gagne et l'autre qui perd. La seconde partie de la définition du virus ou de l'explication ici, c'est intracellulaire obligatoire. Intracellulaire veut dire qu'il vit dans la cellule vivante. Et obligatoire, ça veut dire qu'il n'y a pas de choix. Il doit vivre dans une cellule vivante. Et en dehors de cette cellule vivante, le virus est cristallisé. C'est comme un solide cristallisé. Il est inerte biologiquement, c'est-à-dire qu'il ne fait rien. Il est passif et ne possède aucune activité métabolique autonome. C'est-à-dire, parfois, il y a des organismes qui restent dormants, comme les organismes sporulés, mais il y a une activité métabolique, il y a des réactions chimiques là-dedans, mais elles sont très lentes. Mais ici, non, le virus n'a aucune réaction ou activité métabolique, pas de réaction biochimique. Et surtout pas autonome. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand il sera dans la cellule de l'hôte, le virus pourra avoir des réactions métaboliques, biochimiques, mais cela se passera en utilisant la machine ou la machinerie biochimique de l'hôte, mais pas de réaction autonome. Il peut rien faire lui-même sans être dans la cellule de l'hôte. Donc, par conséquent, le virus ne va pas pouvoir se multiplier et se reproduire euh, tant qu'il est hors de la cellule. Il doit infecter la cellule hôte tout d'abord et quand il est là-dedans, il va détourner la machinerie cellulaire qui va fonctionner pour le service du virus. Alors, qu'est-ce qu'il fait le virus quand il est, dans la cellule hôte? Le virus va utiliser tous les enzymes de l'hôte afin de faire... le virus a ses propres enzymes qui sont importants, mais quand il est là-dedans, dans la cellule hôte, il va faire plusieurs étapes, plusieurs actions, et le résultat de ces actions, c'est de produire des multiples fidèles, des copies fidèles du virus original. Donc, comment est-ce que le virus va faire ça? Tout d'abord, il va répliquer son génome, que ce soit de l'ADN ou que ce soit de l'ARN, il va faire une réplication. Et ensuite, après avoir obtenu une copie de son génome, il va transcrire tous les ARN messagers qu'il a. Donc, il va répliquer son génome. Si le génome est ADN, c'est facile. Il va utiliser l'ADN polymérase de la cellule. Si le génome est ARN, ça c'est une autre histoire parce qu'il doit tout d'abord utiliser son transcriptase reverse, comme on l'a dit dans la première vidéo, pour faire l'ADN complémentaire et ensuite répliquer ou faire une copie de l'ADN complémentaire. Donc, pour faciliter pour rendre les choses plus faciles, on va supposer que la matière génétique dans le virus est ADN. Donc, il va faire une copie de l'ADN, plusieurs copies de l'ADN, et puis il va transcrire l'ADN en ARN messager, et tout naturellement, comme d'habitude, il va traduire l'ARN messager en une chaîne polypeptidique pour composer ou pour produire ces protéines virales et ensuite on va tout assembler. On va prendre les protéines et on va envelopper la matière génétique avec les protéines.
que ce soit les capsides, que ce soit cette couche de protéines dans si c'est un virus non enveloppé, les protéines seront seulement les capsomères et vont faire seulement la capside. Mais si c'est un virus enveloppé, donc on aura ce capside et puis nous aurons tout autour la couche de protéines. Mais dans de nombreux cas, le virus, toute cette réplication va aboutir à la fin à la destruction de la cellule hôte, de la cellule infectée. Et quand cette cellule est détruite, quand elle est lysée, si vous voulez utiliser un terme plus scientifique, donc cela va libérer les virions. Et les virions sont des particules de virus qui sont matures et qui se trouvent à l'extérieur de l'hôte et qui sont capables d'infecter. Donc, encore une fois, les virions sont des particules de virus qui sont matures, qui existent à l'extérieur de la cellule hôte, et malgré qu'il existe à l'extérieur de la cellule hôte, ils ont la capacité d'infecter une autre cellule s'ils la trouvent. Ce qu'on vient d'expliquer, c'est ce qu'on appelle le cycle lytique. Pourquoi cycle? Parce que cela se répète. Ces virus ou ces virions qui ont été libérés de la cellule hôte, chacun d'eux va infecter une nouvelle cellule et va répéter le cycle. Et puisque ce cycle-là va se terminer par la destruction de la cellule, donc on l'appelle le cycle lytique. Ici, par exemple, vous voyez un virion qui s'attache à la membrane cellulaire d'une bactérie. Et ici, nous voyons l'ADN bactérien qui est beaucoup plus grand que l'ADN viral. Comment est-ce que l'ADN viral est venu ici? Parce que le virion a injecté son ADN dans le cytosol de la bactérie. Et alors, maintenant, ce que le virus fait, c'est qu'il dirige l'ADN de la bactérie et les enzymes de la bactérie pour répliquer son ADN et faire des copies de son ADN. Et ensuite, cet ADN va être transcrit en ARN messager et ensuite traduit en des protéines. Et les protéines vont être assemblées avec l'ADN et nous aurions des virions qui vont être libérés. Plus de détails sur le cycle lytique. Donc, il y a plusieurs étapes successives. Nous avons tout d'abord l'adsorption du virus ou la fixation du virus sur la membrane cellulaire de la bactérie. Mais comme d'habitude, cette adhérence à la membrane cellulaire a besoin de récepteurs. Et puisque ces récepteurs sont trouvés sur la membrane cellulaire, on les appelle des récepteurs membranaires. Et puisque chaque récepteur membranaire est spécifique à un virus particulier, donc on les appelle des récepteurs membranaires spécifiques. La présence de ces récepteurs membranaires spécifiques explique le tropisme viral. Qu'est-ce que c'est que le tropisme viral? Tropisme, comme dans les plantes, on parle de phototropisme, par exemple, ou hydrotropisme, c'est-à-dire que la plante va se pencher vers la lumière ou va se pencher vers l'eau. Donc, tropisme, c'est aller vers quelque chose, aller vers un but. Tropisme viral veut dire qu'il y a une certaine spécificité dans la façon que le virus utilise pour infecter une cellule. Elle doit être spécifique. Donc, le tropisme viral est expliqué à base de spécificité de récepteurs membranaires. Ici, vous voyez l'adsorption, c'est-à-dire l'attachement du virus. Il y a ces extensions-là qui sont faites de protéines et qui aident le virus à s'attacher aux récepteurs membranaires spécifiques. Et puis, le virus va pousser ou injecter son ADN viral dans la cellule hôte. Et quand il est dans la cellule hôte, il y a deux voies
qu'il peut suivre, ou bien la voie lytique, ou bien la voie lysogénique. Nous allons parler en détail de la voie lysogénique, mais vous pouvez voir ici que la voie lytique que l'on vient d'expliquer va inclure la synthèse des copies d'ADN et ensuite la traduction, la transcription d'abord d'ADN en ARN et puis la traduction en chaîne polypeptidique et ensuite l'assemblage et ensuite la lyse de la cellule et la libération des virus. On va expliquer chacune de ces étapes, l'injection, l'infection et la lyse dans le document suivant. Mais il y a une autre façon, c'est que cette matière génétique du virus qui a été injectée dans la bactérie ne va pas être répliquée, elle va être intégrée dans l'ADN de la bactérie et rester inactive ou dormante jusqu'à ce que le moment convenable vienne où cet ADN du virus intégré va se découper, se détacher de l'ADN de la bactérie et va reprendre la voie lytique et nous allons expliquer tout ça très bientôt. Donc, l'étape suivante, c'est la pénétration. Après l'adsorption, il y a la pénétration et ici, le matériel génétique, que ce soit un bactériophage ou n'importe quel virus, le matière génétique virale va pénétrer dans la cellule. Et cette pénétration peut se faire de plusieurs façons. La première façon, c'est la fusion membranaire, c'est-à-dire que la membrane autour du virus va se fuser avec la membrane cellulaire et ils vont former une unité, comme vous voyez, et donc la matière génétique se trouvera automatiquement dans le cytosol de la bactérie. Une autre façon de pénétrer, c'est l'endocytose, c'est-à-dire qu'on va faire une vésicule. Ici, vous voyez le virus et puis vous voyez cette invagination de la membrane cellulaire. Et puis le virus sera emprisonné dans cette vésicule qui est formée d'une partie de la membrane cellulaire et cela, ce qu'on appelle endocytose, c'est-à-dire que euh, c'est comme si la membrane cellulaire avalait le virus. Donc, endo veut dire dedans, cytose veut dire uptake ou prendre le virus dans le cytosol. Et puis, on a l'injection directe du génome, c'est-à-dire que certains virus comme le prophage, comme le bactériophage, pardon, ont la capacité de se compresser comme une syringe pour injecter, c'est pourquoi que l'on utilise le verbe injecter, pour injecter leur ADN dans le cytosol. Et après avoir terminé la seconde step, qui est l'injection, on a la troisième step, qui est la biosynthèse, qui est le travail de la machinerie de la bactérie pour faire tous les produits dont le virus a besoin. C'est-à-dire que les ribosomes de la bactérie, les nucléotides de la bactérie et les enzymes de la bactérie et toutes les ressources énergétiques de la cellule hôte, qui est ici la bactérie, vont être au service du virus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va produire des copies de l'acide nucléique viral, qui est d'habitude ADN et parfois ARN. Et puis, on va transcrire, ensuite traduire pour faire des chaînes polypeptidiques et des protéines qui constituent la capside. Et puis, nous allons produire aussi d'autres protéines. La capside, les capsomères sont des protéines structurelles, mais les enzymes sont des protéines fonctionnelles. Donc, on fait tout ça et à la fin, on fait l'assemblage ou la maturation
où tous ces différents composants viraux vont s'assembler pour faire des virions. Et comme je l'ai dit, quand des milliers de virions ont été assemblés dans la cellule hôte, il y aura la libération. Parce que la cellule hôte n'est plus fonctionnelle, elle a, elle est, elle a perdu toute son énergie pour servir le virus et maintenant elle n'a plus d'énergie pour survivre, elle est détruite et c'est ce qu'on appelle la lyse cellulaire. Et quand elle est détruite ou lysée, elle va libérer un grand nombre de nouvelles particules virales qui vont commencer un nouveau cycle. Mais dans le cycle lysogénique, il n'y a pas de lyse. C'est pour ça que l'on appelle ça, c'est une différence très importante entre le cycle lytique et le cycle lysogénique. Ici, vous voyez que le phage est attaché à la membrane cellulaire et puis il injecte son ADN et puis son ADN va s'attacher à l'ADN de la bactérie pour former ce que l'on appelle un prophage. Si le virus est un bactériophage, donc ce ADN qui a été inclus dans l'ADN de la bactérie va être appelé prophage. Mais si c'est un autre virus, c'est-à-dire si par exemple c'est le virus euh, qui affecte le foie, par exemple, donc ici, et si ça c'est une cellule du foie, donc cela sera appelé un provirus. En tout cas, que ce soit un prophage ou un provirus, c'est une condition où nous avons un ADN viral qui est attaché à l'ADN essentiel principal de la bactérie et qui reste inactif et dormant pour longtemps jusqu'à ce qu'il y ait un changement dans l'environnement, comme par exemple un changement de l'immunité ou du système immunitaire du patient. Et il est répliqué en même temps que l'ADN de la bactérie. Et donc, ce virus-là ne va pas provoquer immédiatement la lyse de la bactérie, sinon ça aurait été un cycle lytique. Mais il s'intègre, il s'attache au génome de l'hôte. Et quand on dit s'intègre, c'est-à-dire qu'il s'attache comme s'il était une seule unité et il reste latent pour beaucoup de temps, que ce soit des mois ou même des années. Et latent ici veut dire dormant et attendant le contexte convenable pour attaquer la selle. Comme je l'ai dit, si les cellules sont eucaryotes, comme les cellules hépatiques du foie, donc ça sera appelé un provirus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un provirus ou un prophage? De façon générale, c'est un génome viral intégré. S'il est dans une cellule eucaryote, il sera appelé provirus. S'il est dans une bactérie, il sera appelé prophage. Et comme je l'ai dit, l'ADN viral est répliqué en même temps que l'ADN de la cellule hôte et toutes les cellules filles qui vont être produites par la reproduction, la fission binaire de la bactérie vont également hériter ce génome viral parce qu'il a été intégré dans dans la cellule mère. Et la cellule infectée va poursuivre son activité, elle ne va pas être négativement affectée et et ne va pas être détruite naturellement. Et ce mode de multiplication est appelé le cycle lysogénique. Mais tout à coup, on va passer du cycle lysogénique au cycle lytique. Pourquoi? Sous l'effet de certains facteurs. Ces facteurs-là sont des facteurs environnementaux. Donc, un stress cellulaire, comme beaucoup d'oxydation, par exemple, dans la selle, les rayonnements ultraviolets qui, eux aussi, causent de l'oxydation dans la selle, certains agents chimiques, tout ça va provoquer le provirus à s'exciser du génome de l'hôte, à se détacher du génome de l'hôte et de rentrer dans un cycle lytique actif qui va être terminé par la lyse de la selle.
Après avoir fini l'explication du cycle lytique et du cycle lysogénique, il faut savoir qu'il y a certains virus tempérés. Qu'est-ce que c'est qu'un virus tempéré? C'est un virus qui peut faire le cycle lytique et en même temps faire le cycle lysogénique. Et nous avons un bactériophage très fameux qui s'appelle bactériophage lambda, qui constitue l'exemple classique d'un virus tempéré. Les bactériophages, comme on vient de dire, ou phages simplement, sont des virus qui infectent exclusivement les bactéries. Et ils sont fameux parce qu'ils ont été les mieux étudiés en biologie moléculaire. Et ils ont été fameux aussi parce qu'ils sont des virus tempérés. Et alors, en utilisant le bactériophage, on a pu étudier le cycle lytique, qui est le cycle habituel de beaucoup de virus, et aussi le cycle lysogénique où il y a intégration de l'ADN du bactériophage dans le chromosome bactérien pour faire un prophage. Ici, ça, c'est l'ADN de la bactérie, ça, c'est l'ADN du virus, et vous voyez ici comment il a été incorporé pour faire un prophage. Et comme on a dit, le prophage peut rester silencieux pendant de nombreuses générations bactériennes avant d'être réactivé. Je vais m'arrêter ici pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Si vous avez aimé cette vidéo, donc cliquez sur like, abonnez-vous et partagez cette vidéo, s'il vous plaît, avec vos camarades de classe ou vos collègues pour qu'elle arrive à un plus grand nombre d'étudiants. Et j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Et on se verra bientôt dans une autre vidéo où on va continuer l'explication de la structure du virus et en même temps étudier les bactéries et comment les études génétiques ont besoin de ces bactéries-là pour réussir. Merci et à bientôt.